Nous devons excuser aujourd'hui Madame. Et j'imagine le retard de Manu. Les autres membres sont présents. Dès lors que Nathalie est excusée et que Manu n'est jamais en avant, je propose que nous commencions dès à présent. C'est-à-dire à l'heure, même si le règlement nous permet une certaine latitude. Nous avons une question d'actualité. On évoquera tout à l'heure donc. Avant d'entamer nos travaux, après ouverture de la séance, y a-t-il une information, une actu à communiquer? Oui. Juste un petit point d'actualité concernant les récents crus. Donc on a pu à nouveau se rendre compte du fonctionnement de la ZIT et de l'intérêt et de l'importance d'avoir une ZIT, ce qui nous a permis à des reprises encore et surtout le début janvier d'éviter le pire, puisqu'on était à 2 à 3 cm du débordement ici au centre de Rebec, et grâce au fait que la ZIT a été remplie à pleine capacité et a pleinement fait son ouvrage, ça a permis d'éviter à nouveau de l'eau dans les habitations. Certes, il y a eu quelques cas inondés des champs, des prairies, mais ça a permis de limiter les dégâts. Et je pense que c'est important, mais toujours dans le cadre du contrat rivière, de continuer à travailler justement dans la lutte contre les inondations, notamment la création de zones supplémentaires sur le bassin de la Seine, parce qu'on se rend compte que c'est de plus en plus nécessaire. Et une annonce encore plus importante cette semaine, donc voilà, je tenais à le souligner. Et les contacts qu'on commence à avoir de façon assez régulière à notre demande avec la région, parce que ce n'était pas systématiquement le cas sur le fonctionnement de l'Asie, donc les choses se mettent en place pour nous permettre d'agir au mieux et de travailler au mieux en termes de prévention. Merci. Pour mémoire, c'est ici, dans cette salle, après les événements du 13 et 14 novembre 2010, on a lancé toute une série de projets, on nous prenait pour des fous à l'époque. Bien, ceci étant dit, on peut peut-être alors entamer nos travaux. Concernant la séance, plutôt le procès verbal de la séance antérieure, y a-t-il des demandes, des remarques, des commentaires? Je n'en vois pas. Passe au vote. Oui. Monsieur Dominant. Oui. Monsieur Boutet. Abstention. Madame Jean-Discuteur. Oui. Monsieur Hervé. Oui. Monsieur Appel. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Désir. Oui. Madame Bayenne. Oui. Monsieur Boutet. Oui. Monsieur Tondin. Oui. Madame Kims. Abstention. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Abstention. Monsieur Jadot. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame May. Oui. Madame Nazi. Abstention. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 2, subsides aux associations, dossier supplémentaire, proposition de modification de la répartition. Vous avez eu les informations, ce point est presque rituel. Madame Di Paola, vous souhaitez poser une question, je vous en prie. Oui, il y a un mot qui ne nous convient pas dans le libellé. Vous parlez d'une modification de la répartition des subsides, alors qu'il s'agit en fait de l'ajout d'un nouveau bénéficiaire de subsides ou d'une augmentation de ceux-ci, c'est-à-dire, en gros, une augmentation au total des montants. Vous avez tous entendu ce que le directeur général m'a susurré. Non. Non. Oui, c'est vrai, on pourrait changer pour le futur. On va faire de la sémantique, mais il n'y a pas de souci. C'est tout à fait pertinent, donc pas de problème. Madame Maï. Oui, c'est pour une autre question, du coup. Nous nous demandions s'il n'y avait pas une disposition du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui n'est pas appliquée dans ce point récurrent. En effet, pour le citer, l'article L1122-19 précise que les conseillers en conflit d'intérêts doivent s'abstenir de participer au débat. Pourtant, certains d'entre nous sont membres de CA-d'ASBL à titre privé et non comme mandat dérivé, et continuent quand même de participer au débat. Une question similaire a été posée à Monsieur le ministre Collignon dans le cadre de votes concernant des subsides aux associations dont sont membres les membres du collège et du conseil. Monsieur le ministre, dans sa réponse, a exprimé, je cite, « Ainsi, il est interdit à tout membre du conseil et du collège d'être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d'affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au 4e degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct. Ceci s'applique bien entendu à l'octroi de subventions. »
Ma question est donc la suivante. Les conseillers qui sont membres d'organes d'administration d'ASBL à titre privé ne devraient-ils pas prendre part au vote lorsque sont concernés les subsides aux associations dont ils sont membres du CA? C'est fini. C'est une excellente question. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, parce que j'entends bien, et c'est pas ce que vous sous-entendez vous-même, donc je m'empresse de le dire. Quand on parle d'intérêt direct, ou quand on parle d'organes et d'ASBL, on ne parle évidemment pas de montants qui sont alloués aux administrateurs, qui sont souvent bénévoles dans leur association, Oui, c'est ça. qu'ils y soient en tant que mandataires ou en tant que privés, mais ici vous avez pris la peine de préciser que c'était en tant que privé. Parce que nous sommes tous, quelque part, j'en suis certain, dans plus d'une association, enfin pour bon nombre d'entre nous, hein, qui ne sont pas d'ailleurs toutes structurées en ASBL, faut-il encore le préciser. Mais la question a le mérite d'exister. Peut-être que la question a été posée au Parlement, elle n'a pas précisé, ou en tout cas le ministre n'a pas précisé ce que recouvrait la notion d'intérêt direct. Mais si, alors ce serait intéressant que vous nous le lisiez également, si je peux vous le demander. Oui. J'ai dit je peux aller le retrouver, mais tant qu'à faire. Attendez, normalement... Ah, mais c'est vrai que la notion d'intérêt direct... Non, mais n'est pas- je m'en doutais. Ouais, En ouais. réalité, quand on est, à titre gracieux, mandataire, membre d'une ASBL, fût-il même du conseil d'administration ou encore de l'Assemblée générale, par exemple le club de football, où je sais qu'il y a quelques membres de ce conseil qui sont affiliés au club de football, membres de l'Assemblée générale, et pour certains, membres du conseil d'administration, intérêt direct, il est égal à rien. Enfin, voilà, il n'y a pas d'intérêt direct. Mais je comprends Oui, mais le sens de la remarque qui est C'est soit personnellement, soit comme chargé d'affaires. Mais- Quand on est dans un conseil d'administration, on est chargé d'affaires. Pour chargé le d'affaires, conseil c'est. d'administration. Je ne suis pas sûr. La notion de chargé d'affaires mériterait encore d'être. Mais qu'importe, par mesure de prudence ou par principe de précaution, nous pourrions envisager, et le secrétaire, le directeur général fera le nécessaire par ailleurs en termes d'investigation, nous pourrions envisager, quand bien même ce ne serait pas net, par mesure de prudence et principe de précaution, de nous abstenir. Mais alors il faudrait dissocier pratiquement tous les votes. Parce que nous ne sommes pas membres des 80 associations qui sont financées, on est membre de l'une ou l'autre, voire trois, le cas échéant, pour les plus actifs d'entre nous. Ça veut dire que les 77 autres, on aurait le droit, malgré tout, indépendamment du principe de précaution, de s'exprimer. Donc ça donnerait des votes en 80 votes, quoi. Mais si tel est le vœu, ou si tel est le principe de précaution... Peut-être juridiquement, c'est une notion qui évolue, parce qu'avant les choses étaient très claires, on parlait bien d'intérêt direct et personnel, et donc c'est bien l'intérêt pécuniaire. Ouais. Et le cas notamment des SBL était clairement exclu. C'est vrai que sur beaucoup de choses, je pense que l'appréhension par le ministre peut évoluer. Puis il y a quand même une difficulté, c'est que moi, qui personnel, je ne sais pas. Mais non. Et on n'a pas à savoir qui est membre de quoi. Donc ça ne peut être que quelque chose qui serait proposé par le conseiller lui-même. Normalement, et c'est qui dans le code jugerait de que... ville de dire, voilà, exactement, je suis membre de TSBL, donc je me retire du débat. Mais vous voyez que c'est pas aussi bête que Non, c'est ce pas qu'on aussi peut l'imaginer. Ceci étant dit, dont acte. Il n'y a pas de réponse binaire. Parfait, on peut passer au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Deniman. Oui. Monsieur Luters. Oui. Madame Jean-Scuter. Oui. Monsieur Emoret. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Bayens. Oui. Monsieur Oters. Oui. Monsieur Tondor. Oui. Madame Tils. Oui. Monsieur Bédard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui. J'aimerais ajouter, si vous le permettez, à titre purement informatif pour l'éducation personnelle de chacun d'entre nous, que nous sommes une des rares communes, à ma connaissance dans les environs, mais je n'ai pas la maîtrise de toute l'information des communes voisines, à avoir un règlement spécifique relativement pointu quant à l'attribution des subsides aux associations. Encore récemment, je discutais avec un collègue que je ne nommerai pas, peu importe sa couleur, c'est une commune du Brabant-Wallon, où on m'expliquait qu'au conseil communal, dans sa commune, quand il demandait un tant soit peu d'explications par rapport à l'attribution des subsides et aux règles qui régissaient l'attribution des subsides, eh bien, il n'en avait pas. Voilà. Mais il y a toujours moyen d'être plus pointu, plus transparent, plus...
plus intègre encore ou moins irréprochable pour autant qu'on le soit. Ceci étant dit, nous passons au point suivant, l'acquisition de sel de déneigement, approbation du bon de commande sur simple facture acceptée en dépassement du budget, ratification de la décision du conseil communal. Je ne pense pas que ce point appelle... Ah, pardon. Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. À propos de ce point, je n'ai pas un micro parce que il est là. Je sors. Voilà, il n'est pas le seul. À propos de ce point, deux approches sont possibles. Nous commencerons de manière positive en parlant de la gestion efficace de la période critique que nous avons connue. D'autre part, nous ne pouvons pas ne pas vous faire part de notre surprise de constater que moins d'une semaine de gel a vidé le stock de sel. Que se serait-il passé si la période avait duré 15 jours? Ou alors, est-ce que pour un résultat rapide, l'épandage fut-il généreux? C'est aussi une possibilité, et dans ce cas, vu les dégâts environnementaux causés par le chlorure de calcium ou de sodium, nous trouvons cela regrettable. Je n'ai pas entendu la vraie question. Quelle était la question? Mais peut-être de me dire entre les deux, quelle était la question, quoi. Quel était le problème? Pourquoi est-ce que... comment ça se fait que le stock était vide. Que le stock était vide. Madame Venturelli. Donc une sortie de sel sur uniquement les grands axes, c'est plus de 5 tonnes. Une sortie sur toute la commune, ça représente plus de 10 tonnes. Donc 30 tonnes, ça représente que 3 sorties sur l'ensemble de la commune. Et l'épisode de neige qu'on a connu, il a été ce qu'il est. On a eu des gels importants avant et après cet épisode de neige. Et il faut savoir qu'outre le silo, on va également, pour permettre aux sous-traitants de charger notamment, on va également s'approvisionner. Et donc on est allé s'approvisionner directement chez le fournisseur également. Mais donc voilà, c'est la réalité. Il faut minimum 5 tonnes uniquement pour faire les grands axes et 10 tonnes pour faire l'ensemble de la commune. Donc le stock dont on dispose à Rebec, c'est 30 tonnes. Donc il y a 30 tonnes au niveau des silos, plus du stock en big bag également qui est disponible, plus un stock qui est chez le fournisseur et dont on peut aller chercher. On n'a pas été trop généreux. Je ne pense pas. Ça, chacun son appréciation. On essaye de gérer au mieux pour rendre la mobilité la meilleure possible. On a adopté une technique qui était un peu différente dans d'autres communes pour réduire le nombre de salages en modifiant à un moment une sortie sel. Alors à 8 heures avant qu'il commence à geler plutôt que de la faire dans la nuit. Donc pour empêcher que l'eau regèle plutôt que de saler quand ça avait déjà gelé, ça nous a fait une sortie au lieu de 2. Merci. C'est une question d'appréciation. Selon certains riverains, on a été beaucoup trop peu généreux. Voilà, ça c'est vraiment une question d'appréciation. Mais en fait, Madame Di Paola. quand vous parlez de riverains, je pense que c'est par rapport à... Les quartiers sont plus isolés, donc ils n'étaient pas nécessairement nécessaires d'aller. Je pense que c'est un peu ça que certaines personnes ont trouvé que... Parce qu'il y a des rues qui n'étaient pas vraiment... qui n'ont pas été tout à fait salées. Mais voilà, c'est vrai que c'est chacun qui gère... Enfin, qui voit sa difficulté, je pense que c'est plutôt ça. Il y a comme ça des débats qu'on peut mener en atelier et en conférence des semaines durant. C'est comme l'extinction d'éclairage public ou la gestion des déchets. Mais ça pourrait être intéressant à poser en assemblée citoyenne. Très sincèrement, et M. Jadin a eu l'honnêteté de le dire avant de commencer. Ah oui. Globalement, manifestement, avec tous les réseaux sociaux, chacun a ses modes de communication, mais à la lecture des réseaux sociaux, et c'est pas le seul, et c'est pas scientifique, il y avait globalement plus que des avis positifs sur la manière dont ça a été géré dans notre commune. Et sans doute qu'il y a un lien de cause à effet entre l'usage peut-être important de sel, contrairement à d'autres communes. Savoir que le sel en vrac coûte beaucoup moins cher que le sel en big bag ou en sac, et que c'est pour ça que nous avons investi en son temps dans un silo. Mais le silo a une capacité et une contenance qui est limitée, et face à un épisode neigeux comme celui-ci, on n'est pas dans le Grand Nord. Il neige qu'une seule fois, et la neige reste des mois durant, et puis une fois qu'on l'a dégagé, on est tranquille.
Donc ici, on est dans un pays où le climat est un peu différent, il ne neige pas qu'une seule fois, il gèle, il dégèle, il regèle, et donc il faut passer à repasser. Le fait est que les gens qui habitent dans des coins plus reculés ou des impasses, effectivement, voient moins souvent passer la lame et ou l'épandeuse, parce que de facto, elle y passe moins souvent, et pour quelle raison? Enfin, vous savez comme moi, on en a déjà parlé abondamment ici, parce qu'il y a des trajets prioritaires, qui sont les trajets des transports publics, qui sont les trajets en lien avec les écoles, et d'autres fonctions régaliennes d'entreprises publiques. Donc voilà, après, effectivement, il y a des gens qui ne sont peut-être pas tout à fait habitués, qui viennent habiter chez nous, sans avoir la maîtrise de ce type de gestion en campagne, quoi, hein. Dans un milieu urbain, la situation est encore différente. Ici, on ne peut pas aller dans la dernière impasse, parfois pour des simples raisons de rayon de braquage. Ça a l'air particulier comme ça, mais on ne tourne pas de la même manière dans certaines impasses que dans d'autres, parce qu'elles ont été conçues à d'autres époques, et les normes de voirie ne sont pas les mêmes par rapport aux services de secours, aux services d'épandage ou aux services d'enlèvement de déchets. Donc voilà, Oui, pardon. Et effectivement, il y a des endroits où on ne sait pas passer avec la lame, juste pour un problème d'étroitesse de voirie. Et la neige, on doit bien la chasser, donc c'est des véhicules stationnés. On ne peut pas enneiger les véhicules qui sont sur les côtés non plus et les empêcher de partir, parce que ce n'est pas le but non plus. Et il faut savoir que le sel n'a qu'un effet que quand il y a suffisamment de roulement et de passage dessus. Donc ici, on était dans un épisode de gel et de neige, donc ce qui rendait la situation assez difficile en termes de déneigement, surtout sur les axes secondaires où il y avait peu de passage, parce que la lame, elle ne peut pas racler l'asphalte non plus, donc elle doit laisser une petite couche et puis on doit saler après le passage de la lame, mais s'il n'y a pas un passage suffisant, il y a des endroits où on a même préféré ne pas saler pour éviter de faire une plaque de faire des plaques de verglas où il n'y avait pas assez de passage. Donc, mais voilà, ça c'est vraiment adapté en fonction de l'endroit, de la situation, des conditions météo. On ne gère pas un simple gel ou un gel avec de la neige de la même façon. On a essayé d'autres techniques, hein, le laitier, le poussier, mais ça remplit les égouts, donc c'est pas forcément mieux. Ou alors on a d'autres, enfin, vous avez dû le lire comme moi. La saumure. D'accord. La saumure. Là, c'est du sel aussi. C'est du sel. Oui, mais ça ne se présente pas de la même manière. Oui, c'est du liquide, mais c'est du sel. Non, on a déjà essayé beaucoup de choses. Le poussier, on l'avait ici à côté, et le laitier, à peine un peu plus loin, parce qu'il vient d'être de avec, c'est la scorie. Mais ça ne fonctionne pas, c'est même plus problématique a posteriori par rapport aux égouts. Et vous avez peut-être constaté comme moi qu'il y a des gens qui se plaignent du fait qu'ils ont fait leur trottoir, et je les en remercie parce que rares sont ceux qui le font aujourd'hui, qui ont fait leur trottoir, mais malheureusement, Chasse-Neige est passé à tout renvoyer sur le trottoir. Ben oui. Et d'autres qui nous expliquent qu'il faudrait d'abord faire les trottoirs avant de faire les routes. Et dans certaines lignes suédoises, aujourd'hui, effectivement, les modes doux sont presque prioritaires par rapport aux autres modes. Alors je ne dis pas que c'est un bon se barre, mais à un moment donné, voilà, il faut faire des choix parce que les ressources ne sont pas non plus, pléthores, quoi. Donc il faut réellement faire des choix. Celles et ceux qui ont fait leur trottoir et qui ont vu Chasse-Neige passer et remettre la neige sur le trottoir, bah, c'est pas de chance. Mais... Voilà, bien, ceci étant dit, on peut passer au vote. Madame Belzérémy. Oui. Monsieur Delimal. Oui. Monsieur Houdet. Oui. Madame Ventura. Oui. Monsieur Moret. Oui. Monsieur Appin. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Délès. Oui. Madame Mayens. Oui. Monsieur Hôtès. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tilly. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. Rapport de rémunération, adoption. Donc c'est le rapport qui doit être effectué chaque année avant le 30 juin. Il s'agit d'une obligation imposée par le Code de la démocratie locale en vue de renforcer la gouvernance et la transparence. Y a-t-il une demande d'explication, une remarque? On n'en voit pas. On passe au vote. Madame Belzérémy. Oui. Monsieur Delimal. Oui. Monsieur Houdet. Oui. Madame Donscuter. Oui. Monsieur Moret. Oui. Monsieur Appin. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Délès. Oui. Madame Mayens. Oui. Monsieur Hôtès. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tilly. Monsieur Godard. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mailly. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Legas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 5, plan de cohésion sociale, rapport financier 2023, modification de plan 2024. Y a-t-il des questions, des remarques, une intervention? Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. Vous écrivez dans votre état des lieux que Rebec est une commune où il fait bon vivre. Je ne vais pas contester cela,
Mais ce n'est pas par contre la conclusion du radar ISADF. L'environnement, à savoir le cadre de vie, est essentiel pour permettre aux habitants de se sentir bien. C'est un point qui doit être amélioré. Quels moyens vous donnez-vous pour le faire? Est-ce que vous voulez bien répéter l'acronyme? Parce que vous avez utilisé un acronyme mais que je ne connais pas. C'est l'état des lieux qui débute le PCS. Parfois, je ne comprends pas non plus les acronymes. Mais bon, ils sont là, quoi. D'accord. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Si c'est le document de base du PCS, ok. Et donc, à la question de savoir ce qu'on compte faire pour améliorer la situation en termes d'environnement, c'était ça votre question? Quels moyens mettez-vous en œuvre? Non, je ne pense pas que ce soit un critère, un indicateur PCS en tant que tel, mais quand bien même, je me retourne vers l'échevin en charge pour voir s'il a une éventuelle réponse à cette question très ciblée, qui n'est pas un critère PCS, par exemple. Non, franchement, je ne sais pas si mon échevin d'environnement peut m'aider là-dessus, mais c'est... Moi, c'est un truc que j'ai lu en étudiant le dossier. Hein. Non, ne me demandez pas de le ressortir comme ça, parce que je n'ai pas le dossier complet avec. Bien. Je ne sais pas vous aider, j'ai peu de connexion, mais de mémoire, ça ne fait pas partie des critères, c'est des critères socio-économiques. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans le document, précisément, où se trouve cet indicateur ou ce critère qu'on puisse... Non. D'accord. Bien. C'est vraiment dans les détails. C'est dans les détails. Oui. Bien, je vous suggère de formuler la question par écrit. D'accord. Parce que là, très sincèrement, on ne fait pas référence, et on ne sait pas exactement à quoi vous faites référence. C'est un acronyme que vous ne pouvez pas nous expliquer. Mais... Je suppose que cette association, enfin je n'ai pas succès, a été invitée à donner son avis. D'accord. Puisque ça figure dans le dossier. Donc bien. Mais je propose qu'on y réponde ultérieurement, par écrit ou lors d'un prochain conseil. Si vous voulez. Je formulerai ça par écrit. Monsieur le directeur général va intervenir. Juste sur le cadre rapidement, pour élaborer le plan de cohésion sociale, il y a toute une série de critères qui sont compris, qui sont en rapport avec les droits fondamentaux et les 7 champs d'action du plan de cohésion sociale. Et c'est ça qui a été analysé par le responsable du service à l'époque, qui a dû être encodé. Ça a donné un résultat qui se présente d'ailleurs sous forme d'un schéma qu'on peut comparer avec la moyenne de la région. Et c'est par rapport à ces droits-là. C'est vrai qu'il y a le droit au cadre de vie, mais de mémoire, je n'ai pas souvenance que les aspects environnementaux étaient repris en tant que tel. C'est en tout cas pas un des champs d'action qui décède, ça très certainement. Est-ce qu'on peut en rester là? Pour le moment, oui. Oui, parfait. On passe au vote dès lors, je vous en prie. Madame Venturelli? Oui. Monsieur Denival? Oui. Monsieur Guiter? Oui. Madame Pierre-Discuteur? Oui. Monsieur Morin? Oui. Monsieur Opens? Oui. Madame Foucault? Oui. Monsieur Géliès? Oui. Madame Bayens? Oui. Monsieur Opens? Oui. Monsieur Tombeur? Oui. Madame Ting? Oui. Monsieur Godard? Oui. Madame Monbois? Oui. Monsieur Jardin? Oui. Madame Paola? Oui. Madame Maï? Oui. Madame Nazi? Oui. Monsieur Legas? Oui. L'ordre du jour appelle le point 6 et je suggère que nous l'abordions conjointement au point 7, du moins dans nos débats, distinctement pour le vote si vous le souhaitez, le moment venu. Donc, j'énonce les deux points. Point d'apport volontaire, approbation de la convention de dessaisissement pour les points d'apport volontaire PAV entre la commune et l'INBW, donc l'intercommunal du Brabant Wallon. Et le point suivant en lien direct, redevance pour l'utilisation de conteneurs pour ordures ménagères en point d'apport volontaire règlement. Donc vous avez pu prendre connaissance des différents documents concernant ces deux points, qu'il s'agisse des articles de la convention de dessaisissement entre l'IBW et la commune, puisque vous savez que les déchets c'est une compétence communale, mais que ça fait déjà de nombreuses années, depuis la fusion des communes ou juste après, que les communes ne pratiquent plus et ne gèrent plus ça elles-mêmes, mais bien les intercommunales. Et donc il y a un dessaisissement, donc il y a une compétence dont on se fait, qu'on confie à quelqu'un d'autre, ici en l'occurrence une intercommunale,
et que c'est elle qui donc opère pour notre compte. Dans le cas présent, la convention ou l'avenant, bon, c'est une convention distincte, la convention prévoit un nouveau dispositif complémentaire au dispositif de collecte habituel, de par la diminution des collectes, du moins la diminution des collectes d'ordures ménagères résiduelles ou brutes, enfin plus simplement les sacs blancs, en sachant que les autres fractions conservent le même rythme qui était le leur précédemment, qu'il s'agisse des PMC+, ou beaucoup plus de choses d'ailleurs entrent dans les sacs en bleu, des fermenticides, donc les putrécides, les sacs verts, qui eux, continuent à être enlevés chaque semaine, et du ramassage par exemple des papiers cartons, qu'ils soient conteneurisés ou pas dans les contenants cautionnés auprès de l'IBW ou achetés, ou dans des caisses en carton, sans même parler des ramassages de déchets verts ou encore du parc à conteneurs. Donc comme ça on a le dispositif complet que nous on a encore fait évoluer puisqu'on a aussi les guides composteurs, le subventionnement des compostières et d'autres dispositifs qu'on a adossés. On a un panel assez large en ce qui concerne notre commune, on a été beaucoup plus loin que d'autres. Pour un petit rétroacte, si on en est là aujourd'hui, c'est parce que différents coûts ont augmenté, et pas uniquement à cause des différentes crises superposées et démultipliées de ces dernières années. Il ne s'agit pas uniquement des coûts de fonctionnement liés au carburant ou encore à l'indexation des salaires par rapport au personnel, mais c'est toute la chaîne finalement de la gestion des déchets qui aujourd'hui devient une chaîne plus complexe, plus fractionnée, avec plus d'opérateurs, et une chaîne qui devient globalement plus coûteuse. C'est un choix global sociétal qui fait que, certes, tout le monde espère qu'il y a une moindre production de déchets, mais le déchet est davantage trié, traité, voire recyclé, reconditionné, et tout ça, toutes ces filières, tout ce fractionnement a un coût. Dès lors, l'INBW, rappelez-vous, nous avait proposé, pour ne pas avoir d'explosion de coûts et pour ne pas devoir payer le maintien d'un ramassage des ordures ménagères résiduelles brutes en sac blanc toutes les semaines, d'opérer toutes les 2 semaines. Il y avait un problème qui avait été identifié très très rapidement par les différents gestionnaires de l'INBW, par son conseil d'administration qui a monté jusqu'à l'Assemblée générale et que toutes les communes ont d'ailleurs évoqué, puisqu'il y a un an d'ici, un peu plus d'un an d'ici, nous avons reçu un courrier que nous avons d'ailleurs débattu ici, je pense, nous proposant une ou plusieurs stratégies et plusieurs scénarios par rapport à l'évolution du dispositif. Et nous avons opté donc, pour un ramassage toutes les 2 semaines, mais avec des points d'apport volontaires pour celles et ceux qui, par exemple, et c'est l'exemple qui revient le plus fréquemment, ont des déchets qui ne sont pas, entre guillemets, qui ne sont pas faciles à évacuer toutes les 2 semaines parce qu'ils sont malodorants, pour faire court. Les langes, notamment, ou les litières de chats non végétales, je dis bien, pour prendre un deuxième exemple un peu caricatural ou un peu simple à comprendre. Alors, ce point d'apport volontaire, l'INBW a répondu à un appel à projet de la région Wallonne qui, dans un premier temps, cofinance. Et l'INBW s'est retourné vers chacune des communes, et les communes ont donc décidé, pour la plupart d'entre elles, pas toutes, de fonctionner avec ce système d'apport volontaire. Dans un premier temps, via l'appel à projet, nous avions un cofinancement pour 2 points d'apport volontaire, mais le collège a proposé et vous propose ce soir d'en mettre non pas 2 mais 3. Donc il y a une prise en charge communale un peu plus importante, parce qu'il y en a toujours une, pour avoir donc un 3e point d'apport volontaire. Le premier, ils ne sont pas ordonnés, hein. Donc il y en aura un ici sur Rebec au centre, à la plaine de Jeu, près de la gare, près des Bulavers. Un que Nast, j'allais dire à côté de chez Patricia, mais c'est pas exactement ça. C'est sur la Grand Place, près de la rivière, près de la cabine électrique, donc pas du même côté que les autres, pour des questions techniques de braquage, de rayons, de grues, d'accès, etc. Et le 3e point d'apport volontaire serait donc placé à Vierge, à côté de la station d'épuration. Voilà les 3 points d'apport volontaire qui seraient donc mis à disposition. Donc c'est un service complémentaire offert aux gens, accessible à tous. Il ne faut pas nécessairement être un continent pour y aller. Accessible absolument à tous. Et forcément, outre le déplacement,
il y a aussi le fait d'avoir l'accès au sens physique. Donc il y a un accès contrôlé, identifié avec un badge. Badge qui n'est pas cautionné mais qui est en vente. L'INBOE a sous-traité avec une société, une entreprise, et c'est le dispositif qui a été choisi par l'intercommunal. Donc c'est des économies d'échelle, ça fonctionne au niveau de plusieurs communes, c'est piloté par ailleurs, donc on n'a pas eu 36 choix par rapport à ça. Donc ce badge est acheté au prix de 10 €, mais c'est un achat unique et qui vaut pour plusieurs années évidemment. Et l'usage du tiroir, enfin on parle de tiroir, l'usage donc de l'ouverture pour mettre les déchets est facturé, est débité sur un montant prépayé sur un compte individuel. Et là on parle de 80 litres, et c'est 87 pardon, pour 30 litres, j'inverse, 87 pour 30 litres. C'est en réalité le prix du sac blanc de 30 litres. C'est une question de cohérence. Petite précision, il ne faut pas mettre de sac blanc, évidemment. Ah non. Donc Pas en payer fait, deux les fois. déchets, pour être précis, qui pourront aller dans les conteneurs, c'est les déchets qui vont normalement dans les sacs blancs. Donc ce ne sont pas les déchets organiques qui vont dans les sacs verts. Et donc ce sera des tiroirs de 30 litres, le même coût que l'équivalent d'un sac de 30 litres. Mais les gens n'auront pas obligation évidemment d'utiliser le sac blanc, sinon ils payent 2 fois évidemment. Mais c'est peut-être bon de le préciser, donc il faudra le mettre dans un sac gris ou autre sac utilisé pour le transport. Pour autant que vous en soyez d'accord, et puis c'est une décision individuelle et vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais je pense qu'il est important que la communication soit intense, parce qu'autour d'un sujet comme celui-là, on a pu déjà lire beaucoup de choses fort différentes et pas toujours factuelles et réelles. La presse en est emparée du sujet il y a déjà quelques semaines, et comme le système est quasiment identique dans toutes les communes du Brabant wallon, c'est plus facile en termes de communication. Et les prix semblent s'aligner, donc les communes optent pour le badge à 10 € et pour le tiroir au prix du sac de 30 litres, tel que le prix est fixé dans leur commune. Vous ne pouvez pas aller avec votre badge ouvrir un point d'apport volontaire de la commune voisine. Ça ne fonctionne que dans votre commune, et pour cause, le coût vérité est calculé par commune. Donc, c'est important de le savoir, mais c'est important de le dire. Donc moi, je vous invite vraiment, et je vous exhorte à faire publicité de ce dispositif, parce qu'effectivement, et c'est compréhensible, une série de gens qui vivent en appartement, qui n'ont pas la capacité, parce qu'ils n'ont pas de buanderie, parce qu'ils n'ont pas de garage, parce qu'ils n'ont pas de remise, parce qu'ils n'ont pas de... Eh bien, ils sont fort embarrassés avec ces déchets, malodorants, qui ne sont pas putrescibles, mais qui restent 15 jours chez eux. Peut-être aussi donner un élément financier, parce qu'il faut aussi couper les ailes au canard. On n'est pas sur un schéma qui ne coûte rien. On est sur un schéma d'un service complémentaire qui n'est pas offert parce qu'il a un coût. Donc globalement, quand vous prenez tous les coûts inhérents à un point d'apport volontaire, par point d'apport volontaire, au niveau de la commune, il faut escompter un montant de l'ordre de 18 000 €. Et vous ne pouvez même pas déduire les 30 centimes d'usage des tiroirs, parce qu'en réalité, ce montant de 30 centimes d'usage des tiroirs, c'est le montant qui couvre le traitement des déchets derrière. 80 centimes, c'est 30 litres, 80 centimes, je fais autant pour moi, vous avez raison. Et donc je voulais dire par là qu'on ne peut même pas déduire l'éventuel usage estimé des 600 éventuelles personnes qui achèteraient un badge et qui réutilisaient le tiroir toutes les 2 semaines, parce que les 80 centimes qu'ils payent pour leurs 30 litres, c'est de l'argent qui sert au traitement des déchets par ailleurs. Donc c'est vraiment un coût pour la commune, et il faut-il encore dire que les badges, même s'ils ont un coût, et même si la commune récupère la première année à la vente des badges quelques euros par badge, ça ne vient vraiment pas neutraliser le coût. Ça représente à peine quelques milliers d'euros la première année une seule fois, en regard des 18 000 € que coûte le service global offert complémentaire par an, s'il vous plaît. Puisqu'il y a le vidange, les vidanges, le dispositif derrière, l'application, la gestion, toute l'ingénierie. C'est important de le dire. Peut-être d'un point de vue pratico-pratique, donc l'installation des conteneurs est prévue pour la mi-mars. Donc il y a un Rebec à la une qui sortira quasiment en même temps, et toutes les informations seront communiquées dans le numéro du Rebec à la une.
Oui, outre le Rebecca à la une, il y a les canaux digitaux habituels, les réseaux sociaux, le panneau digital qui se trouve à la gare, et peut-être, mais ça, la décision est encore comment dire, à l'étude, un courrier spécifique, non pas aux incontinents, mais aux parents de jeunes enfants ou en bas âge qui nécessairement utilisent des langes, en sachant que nous avons aussi une prime pour les langes lavables par ailleurs. Faut-il le répéter. Madame Mailly. Mazie peut-être. Les deux avaient demandé la parole. Donc. Allez, Madame Mailly pour commencer, ou Madame Mazie pour commencer. Chronologiquement, c'est Madame Mazie. D'accord, je vous en prie. Est-ce que c'est mon père va être enterré en partie? Parce qu'un sac de lange... Non, le choix qui a été fait, c'est un conteneur qui n'est pas en terre, parce que les coûts sont vraiment pas comparables. C'était 3 fois plus cher à tout. 3 fois le prix. Rien qu'à l'acquisition et pour le vider, c'est des coûts supplémentaires aussi. Enfin, c'est un choix le service qui nous est proposé par une oui, on n'a pas, c'est pas nous qui pilotons le marché public. Vous avez une question également, je vous en prie. Je pense connaître déjà la réponse, mais je vais quand même la poser. Nous voudrions savoir si ce n'était pas possible d'obtenir la gratuité du badge pour les personnes dont l'état de santé le justifie et les parents d'enfants en bas âge. Le débat a lieu et a eu lieu, il a lieu dans d'autres communes, et une commune, à ma connaissance, voisine en tout cas de la nôtre, a fait ou aurait fait ce choix. On a parcouru le réglementaire et on a eu l'occasion d'échanger. Le problème, c'est toute l'administration et l'ingénierie qu'il y a derrière. En termes de RGPD, en termes de connaissance de la situation des revenus, qui soit BIM ou qui soit pas BIM, etc. Et donc ça devenait relativement complexe, difficile à gérer, d'autant que ça impliquait que ce soit géré ici singulièrement et non à l'extérieur. Alors qu'avec le modèle tel que nous proposons, comme c'est le cas à Braine-le-Château par exemple, il n'y a pas de gestion interne, c'est délégué à l'INBW, d'où le dessaisissement complet. Donc non, le choix n'a pas été fait de proposer une tarification préférentielle, en tout cas pas à l'usage du tiroir, parce que ça c'était vraiment pas conseillé. C'était pas possible, effectivement. Par contre, subsistait la question de la tarification préférentielle pour le badge. C'est-à-dire permettre, par exemple, à certaines catégories de population d'avoir un badge à un prix inférieur, voire au prix coûtant, ou inférieur encore, voire carrément gratuitement. Mais ce n'est jamais qu'un one-shot. Et par exemple, un parent qui a un enfant en bas âge, il va recevoir gracieusement ou à 2 ou à 3 euros plutôt qu'à 10 son badge, sauf que 3 ans plus tard, il sort des conditions. À l'inverse, un grand-parent incontinent, il n'est pas incontinent aujourd'hui au moment où on offre les badges, mais il devient dans un an et demi, il ne va pas revenir vers nous pour avoir sa gratuité. Donc c'était, allez, je prends des cas un peu caricaturaux, mais c'est des exemples, vraiment. Et donc on n'est pas rentré dans cette dynamique parce que ça nous paraissait vraiment difficile à gérer. Et finalement, on préfère s'abstenir. On a d'autres tarifications préférentielles pour toute une série de choses par ailleurs. Mais sur ce cas particulier, c'était difficile à comprendre. De toute façon, c'est une redevance, donc c'est un prix coûtant. Il n'y a pas de BG. C'est pas une taxe. Monsieur Marchetti souhaite intervenir. Les parents qui ont des difficultés financières, notamment, sont aidés par nous dans tout ce qui est, actuellement déjà, par le passé et forcément à l'avenir, dans tout ce qui est coût de l'accueil de leur enfant. Et ça reste malgré tout, donc on intégrera cette problématique-là également dans l'aide qu'on donne aux parents en difficulté. Monsieur Marchetti aurait pu ajouter, ou Monsieur Denimal, puisque à l'occasion de la naissance d'un enfant à un arbre, on donne certes un arbre aux parents qui viennent le chercher, mais on donne d'autres choses en termes de renseignements, etc. Et on donne aussi un rouleau de sac poubelle. Indépendamment du rouleau qui est déjà inclus dans le prépaiement. Donc c'est un rouleau supplémentaire pour les parents qui viennent chercher, donc qui viennent fêter la naissance de leur enfant. Voilà, c'est un autre exemple. Sans parler des langes dont on a déjà parlé, où c'est là aussi une prime communale, faut-il le rappeler. Donc on offre d'autres choses pareilles. On peut passer au vote? Sur les 2 points, si vous n'y voyez pas d'inconvénient? Merci. 6 et 7.
Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Diane-Scuder. Oui. Monsieur Marais. Oui. Monsieur Antoine. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Monsieur Hotef. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Dupaola. Oui. Madame Maille. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Degas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 8. Il s'agit d'adopter l'ordonnance relative à la propagande électorale. Y a-t-il une demande d'intervention? On passe au vote. Madame Diane-Scuder. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Diane-Scuder. Oui. Monsieur Leray. Oui. Monsieur Antoine. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poula. Monsieur Hotef. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Dupaola. Oui. Madame Maille. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Legas. Oui. Monsieur Gibault s'excuse définitivement. Enfin, cette fois-ci. Alors, l'ordre du jour appelle le point 9, marché de travaux. Donc c'est le plan d'investissement communal PIC 2022-2024, réfection de la route industrielle, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Y a-t-il une demande d'intervention? Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. Je vais demander le micro, pas le frigo. Le frigo. Il est peut-être froid. Ça, on va retrouver. Alors j'ai plusieurs questions. La première est d'ordre technologique. S'il y a lieu d'installer une ou des purges de consolidation de la fondation, que représente l'importance des travaux? À la question posée à ce sujet auprès du directeur de travaux avec l'autorisation de M. le directeur général, il m'a été répondu qu'une purge de consolidation était une petite zone où la fondation devra être refaite. Ces zones ne seront visibles qu'après avoir retiré la couche de roulement et la sous-couche. Je comprends de cette description lapidaire qu'après inspection de la fondation de voirie, une fois dégagée de la couche du roulement et de la couche de liaison, la fondation sera inspectée et que si des zones de fondation sont pourries, elles seront évacuées et remplacées par du grave béton ou autre béton maigre. Une question me vient directement à l'esprit. Si le cas se produit, que fait-on du sol se trouvant sous la fondation? Car si la structure fondamentale de la seule chaussée s'est désagrégée ou effondrée, le sol sous-jacent est en cause et si l'on ne fait rien, le phénomène, dans tous les cas, se reproduira tôt ou tard. Qu'avez-vous prévu pour faire traiter les conséquences du réchauffement climatique telles que l'alternance des épisodes de longues périodes de sécheresse et de périodes de pluie intenses sur le sol argileux en sous-fondation de voirie, cause de fissures traversant toutes les couches de la voirie, ce qui semble être le cas ici. Une autre question concerne les plans fournis pour aider à la réflexion des conseillers. Pas de profil en long, pas ou peu de profil en travers, plan terrier à peine figuratif et plan d'exécution selon nous incomplet. Cela ne nous permet pas de nous faire une idée claire des travaux à réaliser. Les deux coupes en travers dont nous disposons montrent la présence de pistes cyclables de part et d'autre de la voirie. D'où à où vont ces pistes? Si elles se prolongent de Quenast au rond-point Bréda, elles remplissent une mission de mobilité douce prévue dans l'un des projets de la CLDR, voie cyclable à usage intensif entre Quenast et Bière. Et c'est une bonne nouvelle. Dans ce cas, pourquoi n'avoir pas prévu une seule piste cyclable à double voie protégée d'un seul côté de la voirie, ce que permet selon nous la largeur de l'assiette de la voirie? Cela donnerait une vraie place aux cyclistes. Du point de vue du phasage, nous ne trouvons pas pertinent ni la mise en sens unique en phase 1 pendant 3 semaines de la rue de Thiembeck et du chemin de Bisbeck, ni après cela la fermeture de 15 jours de la route industrielle. En effet, cette décision est de nature à augmenter de manière intensive la circulation dans l'hypercentre de Quenast. Sont concernés les automobilistes habitant le Petit Bruxelles et la rue de Sainte
qui devront redescendre vers Quenast pour retrouver la route industrielle. D'un point de vue financier, avez-vous bien tenu compte des augmentations de prix des matériaux de construction après l'expérience désagréable vécue lors de l'ouverture des offres aux œuvres de la future bibliothèque? Quant aux zones concernées par la réfection, il est évident que la partie de voirie montante est très affectée par le charroi particulièrement important provenant chargé de la carrière Sagrex. Nous nous étonnons dès lors que cette société ne soit pas concernée par les frais engendrés par l'usage intensif de cette route communale. A contrario, nous nous étonnons que l'ensemble de l'investissement soit à charge de la collectivité, pour moitié par nos concitoyens et pour moitié par les services publics de Wallonie. Merci. Y a-t-il une autre demande d'intervention de la part d'un membre du Conseil, non? Madame Venturelli. Donc, comme vous a été répondu par les services techniques, il y a des essais de sol qui vont être réalisés, mais on ne sait pas faire des essais de sol sur toute l'entièreté de la voirie, et le sous-sol n'est pas toujours homogène. Donc, effectivement, c'est quand il y aura eu le raclage qu'on pourra déterminer s'il y a des zones qui vont nécessiter des purges. Et ça, c'est le propre dans toutes les voiries. On procède toujours à des essais de sol et on vérifie. Donc, là où il y aura des soucis, on va refonder la voirie. C'est parfois lié à des matériaux. C'était à une époque où cette voirie a été faite, où les critères n'étaient pas les mêmes pour le remblaiement, pour créer les fondations de voirie. Donc aujourd'hui, on est avec des normes différentes. Donc ce n'est pas ce qu'on trouve à 60 ou 70 cm qui pose problème, c'est ce qui se trouve à 50 cm et qui fait partie de la fondation de voirie. Alors au niveau de l'aspect financier, on essaye toujours d'estimer les coûts avec les informations qui sont disponibles aujourd'hui, mais il pourrait avoir un effondrement des marchés, est-ce qu'on peut souhaiter les coûts qui diminuent, on peut connaître une nouvelle crise et ça on n'est pas devin, donc on essaye d'estimer avec les prix habituels sur le marché, les coûts des matériaux, en sachant que c'est fluctuant, et entre aujourd'hui et le moment où on va ouvrir les offres, il peut se passer des choses qui vont avoir une influence sur les prix. Alors au niveau de la coupe, effectivement, il y a une piste cyclable qui est prévue, donc de refaire. Ce n'est effectivement pas, comme vous le soulignez, une à double voie pour toute une série de raisons techniques, parce qu'il y a quand même aussi des véhicules lourds qui passent sur cette voirie à trafic important. Donc ça a amené à repenser autrement la voirie et ça avait des coûts autrement plus importants que les coûts actuels. Donc ça, c'est un autre élément. Au niveau du phasage, quand on décaisse et quand on doit s'attaquer à la fondation, il y a un moment où on ne sait plus passer en voirie. Donc il faut bien trouver une voirie alternative pour faire passer le trafic. Et on n'a pas 10 000 voiries pour faire passer les véhicules. Il faut que les gens puissent se rendre d'un point A à un point B. Avec une voirie qui n'est utilisable que partiellement. Donc il faut tenir compte aussi pour permettre à tous les usagers de pouvoir se retrouver dans le trafic. Donc ça c'est quelque chose qui est étudié par le service, qui sera encore affiné une fois que le de projet sera désigné, mais ça a été mis dans le cahier des charges parce qu'il faut savoir que les impositions qu'on met, ça a une influence aussi sur les prix remis par les soumissionnaires. Donc voilà, si c'est le phasage sur base des informations actuelles, les coûts sur base des informations, et puis on affinera tout ça une fois que l'entrepreneur aura été désigné, et on peaufinera les délais, le plan de mobilité, etc. Par rapport à ça. Mais quand une voirie est coupée, il faut bien trouver une alternative pour faire passer les automobilistes et essayer aussi de ne pas leur faire un détour de 5 km. Ce qui écologiquement ne serait pas non plus très intelligent. Vous souhaitez répliquer, je vous donne la parole bien volontiers, mais de plans de coupe, moi j'en ai trouvé 2. Oui, donc il faudra dire qu'il n'y en a pas. Ah non, j'ai dit qu'il y en avait 2.
c'est pas une recréation de voirie et c'est pas une réfection complète de voirie comme on l'a fait dans d'autres voiries où on décaisse toute la voirie, on refait les fondations, etc. Ici, c'est une réfection principalement en surface et éventuellement à certains endroits de fondation si la fondation devait s'avérer en mauvais état. Par ailleurs, il y a déjà une intervention qui a été faite il y a quelques années sur cette voirie avec des cessez de sol qui avaient été faits et on se base sur le morceau qui a déjà été fait pour planifier les travaux et imaginer qu'il y a à quelques endroits où les purges devront être faites. Mais globalement, les essais de sol précédents et les essais de sol actuels montrent que les fondations sont relativement bonnes sur une grosse partie de la voirie. Je vous en prie. Donc pour la question des coupes en travers, effectivement, il y a 2 coupes en travers qui sont faites. Je ne peux pas utiliser l'appareil parce que sinon on me demandera pourquoi je l'ai demandé. Voilà. Donc il y a effectivement 2 coupes en travers qui sont faites au droit des futurs quais du TEC. Donc là, c'était logique de les faire, bien sûr, mais ça ne veut pas dire pour ça qu'un profil en travers de la voirie n'aurait pas été utile. Enfin bon, c'est pas grave. Concernant le phasage, il existe d'autres solutions que de renvoyer les véhicules vers un endroit qui est déjà un peu embouteillé pour le moment et avec des difficultés. Je parle du point de vue stationnement, etc., que ce soit la rue de Sainte ou que ce soit le chemin du Crolly dans la partie basse, c'est pas facile du tout. Mais il existe d'autres solutions qu'on appelle des voiries provisoires, donc un morceau de voirie permettant éventuellement de riper, mais c'est simplement une dent en béton, qu'on démonte après. Pardon. Et ça fait du déchet supplémentaire. Je suis d'accord avec vous, mais en fait, ce sont des solutions qui existent. Donc il faut savoir que... Alors, vous n'avez pas répondu concernant les pistes cyclables. Elles vont se prolonger de 2 côtés tout le long de la route industrielle, ou bien... Terminez votre propos et puis je regarde par la main Nathalie pour qu'elle vous réponde. Parce que sinon, c'est un dialogue qui va s'installer. Ah oui, concernant les pistes cyclables, vous voulez plus d'explications et de précision où elles commencent, où elles se terminent, comment se fait la jonction. Oui. Ok. Concernant le phasage, vous proposez une solution alternative, on entend bien, qui a certains coûts, mais ok. Et il y a une autre sous-question ou une autre... Il y a encore une question, c'est ce qui concerne la participation de Sagrex financièrement au projet financièrement. Participation financière de Sagrex. Ok, donc vous revenez avec 3 questions, ou en tout cas une proposition et 2 questions, l'une par rapport au financement, l'autre par rapport au phasage, et la troisième par rapport à des précisions concernant la jonction de la piste cyclable. Madame Venturelli. Donc pour revenir à votre première question concernant le plan de mobilité, vous n'êtes pas sans savoir, et vous l'avez souligné en parlant des coupes, qu'il y a des bus qui passent, et donc les déviations qu'on met en place doivent tenir compte effectivement du charroi des bus. On ne fait pas passer les bus n'importe où, n'importe comment. Donc on doit consulter les TEC et voir par où ils sont en possibilité de passer. Donc ça c'est déjà un élément, c'est une consultation qui est faite. Pour ce qui est de Sagrex, Sagrex, comme les citoyens de la commune, payent leurs taxes et donc contribuent par leurs taxes aussi au financement de projets de la commune. Là, ça il y a une taxe carrière qui par ailleurs a augmenté, vous n'êtes pas sans le savoir. Et votre dernière question concerne donc les pistes cyclables. Donc les pistes cyclables vont être faites sur le tronçon de la voirie qui va être refait. Il y aura par la suite un projet pour la suite de la voirie et l'idée c'est de pouvoir aller en continuité au niveau de la piste cyclable. Donc il y a déjà des choses qui existent au-delà du rond-point Breda, mais qui seront réaménagées quand on sera plus loin dans la réflexion de la voirie. Je vous remercie. Si je peux ajouter qu'un mot, on parle de 750 000 €, quelques centaines de mètres. Donc ça donne une image pour ceux qui ne suivent pas nos travaux, qui n'ont pas conscience peut-être de ce que représentent aujourd'hui les infrastructures publiques, en l'occurrence on parle des voiries ici. Voilà le coût d'une réfection partielle d'une voirie collectrice principale dans notre commune. Et les prix ne varient pas d'une voirie à l'autre, puisque, comme vous l'avez vous-même mis en évidence, on n'est pas sur une déconstruction, reconstruction, refondation. On est sur un décaissage, par endroit, un renforcement quand c'est nécessaire des fondations,
et une couche d'usure. 750 000. Ça vous donne l'ampleur des travaux et du coût pour une commune comme la nôtre qui compte 150 km de voirie et qui ne sont pas toutes du dernier cri et qui ont été faits à des époques où on ne faisait pas les voiries sur de très grandes fondations. Certaines ont été asphaltées sur de la cendrée ou sur du pavage. Il faut faire des choix. Nous avons fait un choix par le passé et on reste dans cette dynamique-là, c'est-à-dire que on ne rénove pas systématiquement les voiries, on le fait, certains diront payer bon marché, c'est payer plus cher à l'arrivée. Je ne suis même pas sûr qu'on soit dans ce schéma-là. C'est la nécessité qui fait loi. Et donc ici, on profite de financement et de subventionnement de pouvoirs subsidiants régionaux pour réfectionner une voirie collectrice principale, certes peu ou pas habitée, mais qui ne sert pas qu'à 2-3 transporteurs, fussent-ils mandatés par les carrières ou les fermiers ou la brasserie, mais qui servent à, j'ai envie de dire, toute la population provinçoise, pour partie, majeure partie, une grosse partie de la population québécoise, du moins celle qui n'habite pas rue du Mont-Gras, ou sur le dessus de Rovec de ce côté. Donc voilà, ça justifie finalement des choix qui sont opérés, tout en aménageant les modes doux. Ça, c'est quand même, je pense, quelque chose qui doit vous parler et qui doit vous faire plaisir. Pour ce qui est du phasage, la réponse de Mme Turelli, enfin, même si pour vous ça ne sonne pas comme une évidence, mais on n'a pas 36 alternatives. Il n'y a pas 36 parallèles ou il n'y a pas 36 chemins qui permettent de délester la route industrielle pendant une réflexion de cette ampleur. Il y en a, en réalité, il n'y en a qu'un. Et ce n'est pas évident. Et l'idée n'est pas évidemment de rejeter, de faire en sorte que tous les gens demain identifient cette voirie comme une voirie de délestage s'il devait y avoir un embouteillage. Mais enfin, convenons-en, il n'y a pas souvent d'embouteillage sur la route industrielle. Sauf quand il gèle et quand les camions sont en ciseaux. Mais c'est quand même 8000 véhicules jour pour la route industrielle. Oui. Les derniers comptages donnent même un peu plus de véhicules que ça. Je ne voulais pas relancer le débat, mais je vous en prie. La seule réflexion que je me fais, c'est que vous comme moi, avec nos véhicules, bien sûr que, ça c'est un principe en construction, c'est que toute sollicitation cause une déformation, mais la déformation que nos voitures causent à la route industrielle ne sont pas du tout du même ordre que les déformations causées par les camions des carrières. Alors ce n'est pas tout à fait la même chose de dire, c'est normal que tous ceux qui payent leurs taxes, y compris la carrière, participent à la reconstruction de cette route, parce que là, je le dis encore une fois, l'étape de la voirie, c'est marqué, c'est écrit, les empreintes, elles sont vers l'autoroute, donc sortant de la carrière, elles ne sont pas dans l'autre sens, donc ce sont les camions chargés, et les camions chargés, pour la plupart, au moins les 40 tonnes, ils viennent de la carrière. Donc la démolition de la voirie est beaucoup plus due à la carrière qu'à tous les citoyens que nous sommes. Pardon, je dis ce que j'avais. Je ne vais pas vous démentir, mais légalement, la commune n'est pas en capacité, et n'a pas le droit, de demander, ou de contraindre plutôt, un transporteur, fût-il mandaté par la carrière, la brasserie ou un fermier, de payer pour la reconstruction de la route, ou la déconstruction de la route. Nous n'avons pas ce levier. Le seul levier que nous ayons, et vous le savez, puisqu'on a fait suite à une de vos suggestions, même si c'était dans le pipe, c'est l'augmentation de la taxe carrière. Ce qui a été fait. Voilà. Toutes les activités entrepreneuriales génèrent des agréments et des avantages, ou en tout cas un retour pour la population de la communauté qui habite ici dans l'entité. Vous êtes bien passé pour le savoir, parce que si vous habitez ici, c'est un peu grâce ou à cause des carrières, si on veut le dire aussi. Tout comme moi d'ailleurs, tout comme certains de nos grands-parents. Si la carrière n'avait pas existé, le village de Knas n'existerait pas. La carrière était un autre temps. Certes, mais c'est une réalité. Bien, nous passons au vote. Madame Mazie, excusez-moi, je ne vous avais pas... Moi j'avais juste une question par rapport aux dates. Elles sont déjà fixées et on est en pleine période d'examen. Est-ce qu'il va y avoir des modifications au niveau de notre architecte et des trains pour que ces étudiants puissent arriver à l'heure? C'est juste pour ça le plan de mobilité et les contacts avec les techs.
qui ont été pris. Maintenant, au niveau du secondaire, le gros des examens sera terminé, pardon. Pas le 16 juin, hein. Maintenant, avec les écoles qui vont se renouveler. C'est aussi l'idée de s'y prendre tôt pour pouvoir bien s'organiser avec les têtes pour que justement le trafic de bus puisse se faire de manière optimale et sans qu'il y ait trop de retard. Et donc c'est pour ça qu'on propose un sens unique au niveau de la rue Thielbeck pour éviter qu'il y ait des véhicules qui se croisent, qu'on ne sache pas se passer, etc. Pour éviter aussi des pertes de temps pour ce type de véhicules et de moyens de transport. Alors, en fait, l'intérêt c'est de pouvoir communiquer. Parce qu'on ne sait pas faire autrement techniquement, mais il faut pouvoir communiquer et informer les gens pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions. C'est peut-être moins difficile, entre guillemets, en période d'examen, parce que les horaires ne sont pas les horaires habituels de début et de fin. Encore que, moi je vois avec mon ado aujourd'hui que sur une journée, on peut les rappeler 3 fois parce qu'il y a 3 profs absents et que soit. Mais la communication dépendra aussi de l'évolution du chantier et de la manière dont le chantier se passera. Aujourd'hui, on peut figer un agenda par expérience, et on n'en a jamais eu d'autres finalement d'expérience. Le timing n'est jamais tenu, et toujours pour une bonne ou une moins bonne raison, mais c'est souvent une bonne raison. Parce que les travaux sont trop longs, parce que techniquement la chalandise du chantier n'est pas venue dans les délais impartis, parce qu'une intempérie a fait que, etc. Donc c'est réellement très difficile. Et quand on communique de manière trop précise et trop à l'avance par rapport à un chantier comme celui-là, et que le chantier est malheureusement impacté par toutes les raisons que je viens d'évoquer, par tous les éléments que je viens d'évoquer, alors les gens, et c'est légitime, ne comprennent pas. Ils ont eu des dates, on les a informés, ils ont pris leurs dispositions, et puis le chantier finalement se déroule de toute autre manière et tout est décalé. C'est une catastrophe en termes de gestion. Hein. Et puis on est aussi tributaire des travaux du bâtiment, des congés du bâtiment. Pardon. Donc il y a les entreprises qui ferment aussi au mois de juillet. Donc avec les vacances, les fermetures ont aussi un peu changé au niveau des entreprises. C'est aussi pour ça qu'on fait un côté de la route industrielle puis l'autre, pour justement permettre de garder une certaine mobilité, parce que l'idéal, c'est de couper complètement la voirie pour faciliter le chantier, et les entrepreneurs sont demandeurs de ce genre de choses, mais en termes de mobilité, et notamment mobilité pour l'accès aux écoles, que ce soit en bus ou via l'autoroute, parce que certains peuvent utiliser l'autoroute, ou prendre la route industrielle pour rejoindre la Nationale 7 ou la Nationale 6 pour aller vers les écoles. Donc, c'est tout ça qu'on a essayé d'intégrer dans la réflexion pour éviter des pertes de temps trop importantes. La réponse, c'est la communication, qui devra être adaptée parfois au fil des jours ou des années. Ça, c'est la seule et unique réponse, un maximum de communication. Parce que tous les dispositifs qui visent à faire comme dans certaines villes ou sur autoroute, à travailler de nuit, etc., ou à travailler, ça coûte une fortune. C'est tous des impératifs et des contraintes qu'on met aux sociétés, mais qui, dans certains cas, augmentent les prix de manière vraiment, vraiment considérable. Passe au vote. Oui. Monsieur Danimal. Oui. Monsieur Luther. Oui. Madame Jean-Scooter. Oui. Monsieur Level. Oui. Monsieur Opal. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Deguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Monsieur Hotels. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Timon. Monsieur Godard. Oui. Madame Beaubois. Oui. Monsieur Jadin. Abstention. Madame Di Paola. Abstention. Madame Maï. Abstention. Madame Mazie. Abstention. Monsieur Degas. Oui. Le point suivant est un point pour information relatif à la décision de l'autorité de tutelle concernant notre budget. Vous avez pu en prendre connaissance. Donc, ils ont accédé en quelque sorte à notre demande, si je puis dire. Madame Di Paola. Le courrier du ministre Collignon semble faire certaines réserves quant à l'information qui nous est accordée. Quelle précision, quelle mention manque dans le budget qui pourrait être utile à notre compréhension pour pouvoir délibérer utilement? Est-ce un manque de transparence de la part de l'administration? Nous espérons à l'avenir être mieux éclairés. Permettez un instant parce que le directeur général lui-même ne voit pas exactement à quoi vous faites référence. On va essayer de retrouver dans l'arrêté du ministre ce qu'il en est.
C'est l'article 3, j'imagine que vous faites référence à l'article 3. L'attention des autorités communales est attirée sur la nécessité de veiller à plus d'exactitude dans la présentation de vos pièces justificatives et à prendre toutes les mentions utiles dans la délibération du conseil communal. Mais donc c'est par rapport à l'élément que vous avez évoqué, donc on n'avait pas indiqué le choix des ratios, enfin le choix des balises, si c'était balises ou ratios, et donc à mon avis ils font référence à ça, puisqu'on avait eu une remarque, enfin on avait dû renvoyer ces documents complémentaires et qu'on avait voté ici, et c'était le cas de beaucoup de communes qui n'avaient pas vu ce nouvel aspect de la circulaire. On l'a évoqué ici. On l'avait évoqué ici. Ah, oui, oui. Il ne faudrait pas le lien entre les Oui, c'est parce que vous le mentionnez qu'on... Ok. J'imagine que la réponse vous satisfait, enfin, en tout cas. Bien, on passe au vote. Ah non, il n'y a pas de vote, c'est par rapport à l'information, autant pour moi. Point 11. Modification au règlement de circulation routière, suppression d'un emplacement de stationnement pour personnes handicapées, rue des Aubépines, 23. On peut peut-être traiter de concert le point suivant, qui concerne non pas une suppression, mais bien une création d'emplacement pour personnes handicapées, chemin de la chaussée 42. Madame Mailly. Oui, c'est sur le point 12, je ne sais pas si on est fait de conjointement ou pas. Mais si vous avez une intervention et un vote dissocié, on les traitera de manière dissociée. Mais allez-y pour la question, je vous en prie. Ok, bon, on verra après. Oui. Pour la question, nous avons trouvé étonnant de constater que sur Imio, en pièces attachées au point, il y avait beaucoup de documents personnels qui ne sont pas habituellement attachés à ce type de demande. On voulait savoir est-ce qu'il y a une nouvelle réglementation en la matière. Enfin, qu'est-ce qui justifie ce changement? Ici, on a accès quand même à beaucoup d'informations auxquelles on n'a pas accès sur ce type de demande habituellement. C'est une question plutôt adressée à l'administration et au directeur général, donc je vais me retourner vers lui. Le dossier est complet tel qu'il est présenté au collège, donc effectivement vous avez petit à petit la région Wallonne nous a imposé une procédure beaucoup plus poussée. On doit questionner, on doit recevoir un certain nombre d'informations de la part du demandeur avant de transmettre le dossier à la région Wallonne. Vous avez vu carte de stationnement, certificat d'immatriculation. Vous avez ça aussi qui est présenté au conseil. Maintenant, peut-être que les autres fois, je vérifierai. Il n'a pas utilisé. Dans le logiciel, il y a des fonctions qui renvoient directement du collège vers le conseil. Et dans d'autres cas, il crée le point directement dans pour le conseil. Pour le public, c'est clairement pas des données à caractère personnel à 100%, donc c'est pas privilégié. Pour les conseillers, ça nous permet d'avoir la contrôle. C'est assez étonnant d'avoir autant d'informations comparé à d'autres. Il y a parfois des avis de police, notamment pour le fait de savoir si, quand la personne a une possibilité de stationnement à son domicile, si on estime qu'effectivement, au vu du handicap, l'emplacement peut être jugé suffisant ou pas. Dans certains cas, il y a des gens qui ont un passage ou un garage, c'est jugé trop étroit c'est contrôlé par la police. Donc ça devient beaucoup de travail pour ce genre de simple demande, effectivement. Merci pour la précision. De jamais hésiter dans pareille circonstance à interroger l'administration ou le directeur général, indépendamment du conseil communal. Oui, il n'y a pas de souci. Enfin, dans le cas présent, c'est un peu plus complet. Oui, c'est possible. Bien. On peut voter sur les deux points en un seul, ça ne pose pas de problème? En un seul vote, oui? Eh bien, pour le 11 et le 12, on passe au vote. Oui. Monsieur Delival. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Bianchi-Couteau. Oui. Monsieur Elmorey. Oui. Monsieur Opal. Oui. Monsieur Foucault. Oui. Monsieur Zeguer. Oui. Madame Daniel. Oui. Monsieur Houtet. Oui. Monsieur Tondeux. Oui. Madame Tims. Oui. Monsieur Godard. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadot. Oui. Monsieur Paul. Oui. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Degas. Oui. Alors, je vous rappelle le point 13. Obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap, porteurs de handicap au sein des provinces, communes, CPS et associations de services publics. Donc c'est un rapport qui témoigne du fait que la commune remplit ses obligations et même davantage en termes de personnel, puisque les services publics, contrairement aux services privés et aux sociétés privées, ont une obligation d'avoir un ratio de personnes porteuses de handicap dans leurs travailleurs, leurs salariés, etc. Est-ce qu'il y a une question? Madame Maï. Oui. C'était juste une petite question de précision. Parce que d'après les chiffres, donc si je comprends bien, 20 000 € par an équivaut à 2,37 équivalents temps plein. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment sont calculés les équivalents temps plein, les salaires, etc. Parce que du coup, ça fait des salaires, ça paraît être des salaires très bas, donc comment est-ce que ça fonctionne?
de manière un peu plus précise, si possible. En fait, c'est une intervention. C'est pas le salaire dans son entièreté. Oui, les salaires sont fixés d'après les barèmes pour tous les agents. Et concernant le personnel avec statut à vie, la première année, généralement, il y a une intervention majorée. Parfois, cette intervention s'arrête après la première année. Dans d'autres cas, on considère que pour assurer le maintien de l'emploi vis-à-vis de l'employeur, il faut maintenir la subvention. Donc ça dépend vraiment, c'est vraiment du cas par cas. C'est en fonction du type de situation de chaque travailleur et il y a une fourchette dans laquelle la vie fixe le montant qui finalement sera dans certains cas pérennisé, dans d'autres carrément pas. Donc ça c'est juste la première année, c'est un incitant à l'engagement, on va dire, et après cet incitant disparaît. Ça varie vraiment. Ok. Merci. Ceci dit, il faut dissocier l'aspect contrainte de ratio et l'aspect subventionnement. C'est deux choses distinctes, même si forcément elles sont en lien. Et même si c'est de la casuistique, comme vient de le dire le directeur général, il y a un encadrement légal, un décret, et tout ça est figé dans des législations. Donc finalement, le payroll, le service du personnel, ne fait que appliquer la législation dans un cas comme dans l'autre. Mais peut-être si vous êtes vraiment intéressé par la mécanique et le détail, prendre contact avec le directeur général, voir avec la responsable RH et payroll, pour essayer de mieux comprendre la situation des deux trois personnes, enfin, des personnes qui sont concernées. On ne va pas aller plus loin dans l'explication. Monsieur Léon-Marie Jadin. Oui, moi j'aurais bien voulu quand même savoir le personnel porteur d'handicap que vous utilisez à la commune, ce ne sont pas des ouvriers ou des employés communaux. Si. Ce sont des employés et des ouvriers communaux. Ah, parce que, voilà, excusez-moi, mais j'avais imaginé peut-être que c'était en fait par le biais des contrats que vous aviez avec des sociétés, par exemple, sur les cimetières. Il y a les deux. Pas du tout. Alors, c'est pas du tout. Merci. En fait, ça apparaît dans la note. Vous avez le nombre de TP en sous-traitance et ceux employés par les deux apparaissent. Ça va, merci. On passe au vote. Non, c'était une information. C'est un rapport, donc c'est une information, donc il n'y a pas de vote. Donc on ne passe pas au vote. L'ordre du jour appelle le point 14, recrutement ouvrier niveau D4, voirie temps plein 38 heures, contrat durée indéterminée, profil de fonction. Y a-t-il une demande d'intervention? Madame Mazy. J'aimerais savoir pourquoi l'utilité du CESS. En fait, ce sont des métiers où j'ai l'impression, en tout cas, que certains ont des difficultés à aller jusqu'au bout du processus scolaire, et donc c'est peut-être passer à côté d'un très bon ouvrier qui n'a pas ce CESS. Monsieur le directeur général, vous avez une explication? Oui, donc là par rapport, c'est vraiment du remplacement poste pour poste, donc on a différents niveaux de rémunération qui sont liés au diplôme, c'est comme ça dans l'administration. L'agent qui nous quitte et qui a beaucoup d'ancienneté, c'est un agent niveau D4. Et donc l'idée est de retrouver le même profil. Donc, il y a des termes qui sont anciens mais qui sont utilisés, d'autres niveaux sont des niveaux de valeur. Ici, on cherche vraiment un ouvrier qualifié. Donc, et ça passe par des études secondaires supérieures. Donc, c'est vrai qu'on pourrait trouver aussi quelqu'un en voirie qui peut avoir de l'expérience. Je pense que c'est clairement un niveau d'appel, un niveau représente la rémunération, donc recruter en D4, on aura plus de chances, via le filtre du diplôme, d'accord, mais on aura plus de chances d'attirer quelqu'un vers l'administration avec ce niveau de rémunération. Donc, c'est pas la première fois qu'on fait ça, c'est de regarder les derniers recrutements, selon le type de recrutement, on s'oriente dans certains cas de difficultés. Merci. S'il n'y a pas d'autres demandes de questions, on peut passer au vote. Madame Venturelli? Oui. Monsieur Vélina? Oui. Monsieur Lefebvre? Oui. Madame Tito? Oui. Monsieur Zéguès? Oui. Madame Bacchus? Monsieur Lefebvre?
Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Oui. Monsieur Godin. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Oui. L'ordre du jour n'avait plus point, si ce n'est la question d'actualité de Madame Di Paola. Je lui cède bien volontiers la parole. Madame Di Paola, je vous en prie. Le micro est à votre gauche. Enfin, votre gauche, depuis vous. À droite. Depuis le 22 janvier 2024, Bipost Bank a été intégré à BNP Paribas Fortis Bank. Dans la présentation faite par BNP Paribas Fortis, cette intégration, l'entreprise annonce qu'en Belgique, 4,8 millions de clients pourront profiter d'une part de la proximité des services postaux et d'autre part des conseils de la vaste offre de produits et de services de BNP Paribas Fortis. Dans ce cadre, quelles démarches avez-vous entreprises auprès de cet opérateur afin d'assurer l'ouverture à la poste d'un distributeur d'espèces complémentaires dont notre commune est particulièrement dépourvue? Merci. Madame Turelico. Donc, je vous rappellerai qu'en son temps, le Conseil communal à l'initiative d'Union avait pris une motion pour interpeller qui devait concernant la suppression des distributeurs. Nous avons également eu un contact avec la Poste dans le passé, quand la banque de la Poste était toujours propriété de la Poste. Donc justement pour les interpeller par rapport à ça, et leur réponse avait été qu'à partir du moment où il y avait un distributeur dans la commune, il n'avait pas l'obligation légale de le mettre. Donc c'est là où il n'y en a pas que la Poste avait une obligation. Nous venons d'écrire à BNP Paribas Fortis pour les interroger par rapport à cela. Et nous avons également reçu récemment une demande de permis d'urbanisme en vue pour l'instant d'installer une enseigne Bateau-Pain. Donc c'est le consortium qui installe les distributeurs et qui rassemble les différentes banques, indiquant qu'un permis d'urbanisme sera introduit par le propriétaire, donc sans doute pour le placement de distributeurs. Donc nous suivons le dossier. Donc il y aura probablement installation à la rue du Pont, pas dans les locaux de la Poste à notre connaissance, en tout cas pour cette demande-là, de distributeurs, et nous attendons le retour de BNP Paribas par rapport à la Poste. Merci. Bien voilà, ceci clôt notre séance publique du jour. Je remercie l'Assemblée. N'oubliez pas de solliciter